Est-ce qu'on mentionne ta colère tout de suite ou pas? Oui, t'inquiète, je m'en charge. Vas-y. Salut à tous, bienvenue sur Wrestling Clinic Radio. Quelle saloperie de merde. Ça fait combien? Maintenant 53 minutes qu'avec Dimitri on essaye de régler en fait les micros, et pour une raison qui m'échappe, je ne comprends pas pourquoi j'ai un auto-adjust alors que sur mon ordi, le son normalement il devrait être très bon, mais il y a toujours une disparité, donc je commence à péter un câble et je suis arrivé au stade où je m'en bats les couilles suffisamment pour dire que le podcast il est comme il sera comme il sera, et j'essaierai de faire des petits réajustements manuels, mais voilà, je suis Dimitri, tu me connais très impulsif. Bonjour Dimitri. Bonjour à toi, je sais du coup qu'il n'y a rien de plus divertissant en ce monde qu'un Yann énervé. Oui, c'est très probable. Et il n'y a rien de pire pour moi, parce que il faut surtout pas m'adresser la parole quand je suis énervé en fait. Ça tombe bien, on va parler pendant 50 minutes. Ah putain, donc Raw du 23 octobre et Nitro du 23 octobre. Je vous dis tout de suite, il y a pas mal de purges. Donc moi je vais commencer par Raw. Raw, on est devant 2000 personnes, on est au Canada, à Manitoba. Et ils ont fait comme cote d'écoute 2,2 millions à peu près. Donc comme je l'ai mentionné justement, ce Raw pour moi c'était une sacrée purge. Oui, je suis assez d'accord avec ça. Merci beaucoup. Alors ouais. C'est une purge, mais c'est un petit peu dommage parce que hier lors de In Your House ça a quand même pas mal bougé, avec Shawn Michaels notamment, qui abandonne son titre intercontinental au profit de Dean Douglas, qui va ensuite la même soirée perdre contre Razor Ramon, qui deviendra pour le coup 4e fois champion intercontinental. Mais voilà, donc on va voir qu'est-ce qui fait que ce Raw était finalement une bonne petite purge. C'est que on commence par une bataille royale pour déterminer le nouvel aspirant numéro 1 au titre intercontinental, et il affrontera Razor Ramon la semaine prochaine. Alors cette bataille royale, il y a plein de bonhommes. Il y a notamment les débuts de qu'est-ce que je raconte? Les débuts de Avatar, ce sera pour plus tard. Je sais pas ce que je raconte comme connerie. Donc il y a 40 000 mecs qui sont dans le ring, mais il y a quand même entre guillemets les grandes stars. Enfin en tout cas c'est comme ça qu'on devrait le percevoir. Quelques grandes stars ou les favoris de la bataille royale qui ont droit à leur entrée. Donc qui c'est qui a droit à son entrée spécifique? Il y a Isaac Yankem déjà, donc lol. Sid Marty Jannetty. Ah, mais attends, pas de spoiler. Sid et Marty Jannetty. Là, on sait quand même que du coup, là, les stars sont de sortie. Hein. Ouais, donc je commence à suspecter un petit peu une victoire de Marty Jannetty, mais je n'ose l'espérer quand même. Les gens sont vraiment pour lui pendant tout le match. Hein. Il a la foule derrière. Ouais, c'est vrai. En plus, hier, il a perdu à In Your House lors des débuts de Goldust. Ouais. Donc, Marty Jannetty, hein, de semaine en semaine, c'est toujours une petite, une sorte de mystère pour moi. Déjà là, au moins, il a récupéré une petite tenue correcte. Là, il a un effort vestimentaire là pour cette session d'enregistrement. C'est vrai que maintenant, il a une tenue de catcheur. Exactement. Voilà. Et puis bon, Razor Ramon il est face, donc j'ai un tout petit peu de mal à imaginer qu'un face, parce qu'à l'époque, c'était pas trop la, comment dirais-je, la coutume quoi. Oui, voilà, norme, ouais. Dans cette bataille royale, on a King Kong Bundy. qui fait combien de temps dans la bataille royale? 17 à 18 secondes approx. Oui, voilà. On a triste fin. Ouais. Si je te dis Otis des Heavy Machinery, oui. Tu me dis quoi? Je te dis le Worm. Ouais. Autre réponse? Je te dis musclé, haltérophile. Oui, bon, tu peux aussi dire McDonald's, hein, parce que là, les deux passent. Ouais. Moi, je te dis Louis Piccoli. Hein. Ah, dis-moi en plus. Quand j'ai vu Louis Piccoli qui apparaissait dans la bataille royale, je me suis dit, la vache, le sosie, la jumélité avec Otis des Heavy Machinery. Ah, écoute, petit air, effectivement, mais bon. Ouais. Alors, dans cette bataille royale, on se rend compte que Vince McMahon ne regarde pas ce qui se passe dans le ring. Parce qu'au bout d'un moment, il y a un ralenti qui arrive et Vince McMahon, il fait « Ah, apparemment, Fatou a été éliminé. » Alors déjà, il y a un concept qui est rigolo dans cette bataille royale, c'est qu'il y a vraiment, je pense que c'est pas une blague, plus d'élimination pendant la pub que pendant le live.
pendant le live, il y a quasiment pas d'élimination, et dès qu'on revient de la pub, il y a 9 personnes qui manquent dans le ring. Donc à chaque fois, on voit les ralentis de ce qui s'est passé, mais qu'on n'a pas vu. D'accord. Là, par exemple, tu vois, de nouveau, mon contrôle de son, il s'est remis à 0,9 pendant que tu parlais. Moi, je comprends rien. Bref. Il y a un moment, il y a eu une interview de Razor Ramon pendant la bataille royale. Ouais. Et j'ai commencé à prendre mes notes et je me suis dit, tiens, ça doit quand même être un sacré budget gel pour les cheveux de Razor Ramon. Et juste à ce moment-là, t'as Jerry Lawler qui dit, mais là, Razor Ramon, c'est quoi, c'est de la transpi ou c'est de la graisse dans les cheveux? Mais ouais, comme t'as dit, les enfants, les mères de famille sont à donf derrière Marty Jannetty. Bon, c'est une bataille royale comme il y en avait déjà eu en 93, comme il y en a souvent en 94, enfin il y en a un petit peu dans tous les sens. Au début, c'est vraiment chiant parce qu'il y a un plan de la hard cam, donc de la caméra principale, qui est quasi constant en fait. On voit que le plan large, et donc du coup ça manque de dynamisme complètement. Il y a très peu d'interludes où on voit des gros plans sur deux mecs qui se bastonnent dans un coin, quelque chose comme ça. On a un plan fixe pendant quasiment toute la première partie du combat. Oui, c'est vrai. Mais bon, au bout d'un moment, ça... Comment dire, il y a suffisamment de vie, on va dire, dans le Battle Royale. Par contre, la fin, elle était extrêmement longue, quoi. Oui, avec Owen et Marty. Ouais, Owen et Marty Jannetty. Owen Hart qui va finalement être le grand gagnant de cette Battle Royale suite à une intervention du British Bulldog après que Marty Jannetty soit passé entre les cordes, donc... Moi j'ai bien aimé à un moment donné parce que je sais pas si tu as eu le même souvenir que moi, mais à un moment donné il y a Marty Jannetty qui élimine les uns après les autres Savio Vega et Jean-Pierre Lafitte en une seconde les deux à la suite, et la foule est vraiment comme des dingues. Ça m'a vraiment rappelé un match que j'avais adoré quand j'étais petit, c'était l'opener des Survivor Series 93. Je sais pas si tu te rappelles la team, c'était Razor Ramon, Macho Man, je sais que c'est ton combat préféré. Ah oui, non mais bah oui, parce que non mais c'était formidable parce que c'était à la fin il reste 1, 2, 3 Kid et Marty Jannetty contre tous les monstres et ils arrivent à éliminer par des petits paquets et des machins en l'espace de quelques secondes toute l'équipe adverse. Et là franchement ça m'a vraiment rappelé ça, à toute proportion gardée, mais Marty Jannetty élimine plusieurs mecs en 3-4 secondes quoi. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Oui, les gens étaient à donf derrière lui. Oui. Mais ouais, cette fin était... en fait, elle était beaucoup trop longue et puis ça a perdu un petit peu la foule. Et finalement, c'est un résultat plutôt logique avec Owen Hart qui va affronter Razor Ramon la semaine prochaine à Raw. Moi, j'ai envie de savoir ce qui s'est passé hier à In Your House, parce qu'ils n'arrêtent pas de dire ce qui s'est passé hier à In Your House, mais personne nous en parle en fait. Bah ouais. Ensuite, on a une pub pour le WrestleMania Arcade Game. Oh là 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 là, moi j'ai hurlé dans mon canapé quoi. J'ai passé des milliers d'heures sur ce jeu à l'époque. Ah ouais, d'accord. Ah oui, franchement, c'était le meilleur jeu possible et c'était terriblement frustrant parce que c'était hyper difficile. Tu avais un WrestleMania Challenge, je me rappelle, et ça commençait par des handicap matchs et la grande finale, c'était un match 3 contre 1 et c'était impossible. Ok. Ah non, c'était génial, moi ce jeu, c'est un des meilleurs jeux de catch qu'il y ait jamais eu. Sur Super Nintendo. Sur Super Nintendo, d'accord. Après, on enchaîne avec une interview d'Owen Hart par Jerry Lawler. Et donc, Jerry Lawler qui reste vraiment un bon heel. Même lorsqu'il interviewe un autre heel, vu que c'est un Hart, il lui demande, dis donc, tes parents Jurassic Park doivent être très fiers de toi ce soir. Donc, ouais, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a Jerry Lawler qui veut essayer de foutre les nerfs un petit peu à Bret Hart en disant qu'il interviewe le prochain champion intercontinental. Enfin, il dit clairement, il s'adresse clairement à Bret Hart, quoi, en disant on est en train d'interviewer le prochain champion intercontinental. Sauf que j'ai envie de dire que Bret Hart, il s'en balèque un petit peu, vu que lui, il va avoir un match au Survivor Series pour le championnat de la WWE. Donc... C'est vrai. Tu vois, c'est genre, tu passes en BM, et tu passes à côté d'un mec qui roule en BM et tu fais, tiens, chef, moi j'ai une 206, tu vois. Bref, donc hier soir à In Your House, donc on avait le British Bulldog. On va enfin savoir ce qui s'est passé. British Bulldog contre Diesel, Big Daddy Cool pour le championnat de la WWE. Il y a du rififi, ça intervient, ça se chauffe un petit peu parce que Bret Hart est aux commentaires. Et puis finalement, Bret, il est provoqué et puis il pète les plombs et il va intervenir sur le British Bulldog. Après que lui, par contre, il l'ait frappé parce qu'il y a eu un petit peu aussi des joutes verbales entre Diesel, mais il n'y a que Bulldog qui va franchir le pas et puis qui va frapper Bret Hart. Non ?
Oui, si. Moi, j'étais vraiment concentré sur le maillot là que Bret Hart porte, là, et le maillot des Hitmen de Calgary de hockey sur glace. Je ne voyais que ça. D'accord. Moi, je ne voyais que les triceps de British Bulldog, bien entendu. Écoute, chacun ses fétiches. Exactement. Donc, Bret Hart, finalement, intervient et c'est disqualification de Diesel, victoire du Bulldog par disqualification, et puis alors ça se bastonne un peu dans tous les sens, dont une baston entre Diesel et Bret Hart qui va nous amener au Survivor Series, qui est présenté un petit peu plus tard par Doc Hendricks, enfin le Slam Jam, parce qu'à l'époque, nous on avait la même chose, mais version Raymond Rougeau. Qu'est-ce que je me suis dit ? C'était moins flagrant, en fait, je dirais, quand Doc Hendricks faisait ses pubs pour les t-shirts, tu sais, là, dans les semaines précédentes. Ouais. Sauf que là, je sais pas pourquoi, je me suis dit, putain, le gars, il look quand même vachement vieux. Mais j'ai regardé son âge. À l'époque, mec, il avait 36 ans, c'est-à-dire à peu près le nôtre. Oh putain, je suis choqué d'entendre ça. Donc bon, disons, toi dans 3 ans, moi dans 2 ans. Mais n'empêche que le mec, on a l'impression qu'il a 54 ans, mais il en a que 36, quoi. Oh merde, alors là, incroyable. Ouais. Je vais prendre quelques secondes pour me remettre de cette information. Oui, en parlant de prendre quelque chose, je pense que Doc Hendricks avait dû prendre un rail de coke ou quelque chose, parce qu'il était... Enfin, j'ai jamais vu un mec aussi excité pour on sait pas encore trop quoi, en fait. Je pense que mais il annonce du coup un match à Survivor Series qui va être assez intéressant quand même. Ah bah oui. Vas-y, parle-nous-en. Alors, ça sera un match wild card. C'est bien ça ? C'est bien ça. Où donc tout va être un petit peu mélangé, les cartes vont être redistribuées et donc on aura 2 équipes qui vont se faire face. On aura l'équipe Shawn Michaels, Sid Justice, British Bulldog et Ahmed Johnson contre l'équipe Razor Ramon, Owen Hart, Yokozuna et Dean Douglas. Ouais, donc là c'est vraiment la fête à la dissension. Là. La fête à la maison. Exactement. Ouais. Moi, je pense que c'est quand même Vince qui a dû lui demander d'être surexcité pour faire genre, pour que les gens le deviennent tout autant, tu vois. Ah oui, moi ça a marché. Hein. Ouais. Moi je suis chaud. Mais c'est clair qu'à l'époque, en 95, quand ils avaient annoncé ce match, c'était la folie, quoi. Tu disais, putain, Shawn Michaels avec Sid, son ancien, comment dirais-je, je cherche mes mots là. Ennemi, garde du corps. Oui, voilà. Ennemi, garde du corps qui sont souvent synonymes. Oui, bah, exactement. Oui, c'est vrai. Donc après ça, on a la première fois qu'on voit Bob Backlund. Alors peut-être qu'il était déjà apparu à Superstar, mais en tout cas à Raw, c'est la première fois qu'on le voit. Bob Backlund qui est dans la foule en train de faire la campagne électorale, et on va voir que il y a pas mal de contingences politiques dans le Survivor Series, assez ridicule. Exactement. Mais bon. Il fait une campagne électorale américaine, donc on est à Manitoba, au Canada. Hein. Bah oui, pourquoi pas. Il faut. Voilà, on a compris. Ensuite, interview d'Ahmed Johnson, qui n'a pas encore fait ses débuts à Raw, qui va bientôt les faire dans quelques semaines, donc patience. Ensuite, Dimitri. Ouais. Donc, on a un match de jobber contre une superstar. Le jobber, c'est notre copain Brian Walsh, qu'on connaît déjà. De Beverly Hills. Oui. Qui affronte Avatar. Donc voilà, Avatar, il va peut-être faire quoi, 3-4 matchs télévisés, pas beaucoup plus. C'est déjà un peu trop. Hein. Ouais, c'est déjà pas mal. Bon, Avatar, c'est Al Snow déjà ? Oui. C'est Al Snow déguisé en Hayabusa ? Je sais pas. Bah, en fait, il n'est même pas déguisé, il vient sans masque. Et en fait, il met son masque au début du match, peut-être pour lui attribuer des pouvoirs suprêmes ou je sais pas. Bah, c'est ça, là, oui, la gimmick, c'est que quand il met le masque, il devient un dangereux karatéka. Oui, mais il faudra peut-être mettre d'autres masques parce qu'il a perdu l'équilibre sur la 3e corde. C'est ça. Oui, non, là, l'efficacité du masque, ça n'a pas marché. Hein. La foule est complètement morte. C'est un match de jobber pour le premier match de Avatar, pourtant Brian Walsh, pardon. Il a carrément un comeback, donc Avatar, la superstar, prend des bumps et tout, donc aucune logique de faire le match de cette manière. La foule, elle est morte. On entend presque les conversations perso, quoi. Oui, et le révélateur de tout ça, c'est Vince McMahon qui, au commentaire, est d'habitude hyper excité pour tout. Et là, même lui, tu sens qu'il se dit, putain, merde, là, ça va pas, quoi. Il essaye de faire une bonne blague. Ah, vas-y, dis-moi. À un moment, il demande à Jerry Lawler, vu que Avatar porte un masque, il demande à Jerry Lawler, et alors vous qui portez un masque, vous pouvez nous dire, est-ce que c'est dur ? Et Jerry Lawler dit de quoi tu parles, et il fait, ah, c'est pas un masque que tu as ?
Voilà. Ah, une bonne blague. Même moi, j'oserais pas à 2h du mat en overdose de kebab, franchement. Bah écoute, elle est au niveau du combat, parce que ouais, Avatar, franchement, ses coups de pied ont aucun impact alors qu'il est vendu comme un maître karatéka. Il rate, ouais, comme dit, il botche un truc sur la 3e corde, il rate les armes drag, il rate tout. Franchement, c'est une catastrophe complète, ce truc. On va quand même lui reconnaître quelques petites cabrioles sympas, mais qui ne vont pas équilibrer la catastrophe du début de match. Bon, bref, il gagne et puis basta, quoi. Ensuite, on a une pub qui nous montre que pour 25$, on peut avoir une réplique les répliques en carton, là, comme celle de Michael Jordan dans Maman, j'ai raté l'avion, de Shawn Michaels ou de Bret Hart. Ouais. Ça, c'est bon. Ah oui, moi j'aurais bien aimé en avoir une pour de vrai à l'époque, non? Pas toi? Oui, si, franchement. Ah oui, moi oui. ça me faisait rêver ces trucs-là. Oui. Semaine prochaine, on a la bataille des légendes. Goldust contre Savio Vega. Donc, je veux dire, Savio Vega, grande star, immense star de Porto Rico, de tout ce que tu veux. Goldust qui a débuté la veille, qui a battu Marty Jannetty. Mais j'ai pas trop compris l'appellation, la bataille des légendes, quoi. Ouais, bah écoute, ils essayent de faire ce qu'ils peuvent. Hein. Ouais, en parlant de faire ce qu'ils peuvent, il y a Alundra Blaze contre Berta Faye après. Donc, ce qui est ouf, c'est quand même un bon show. Hein. C'est quand même un bon show celui-là. Ouais. Quand on revient de la pub, franchement, je me suis dit, la salle, elle a l'air immense, quoi. Ils sont bons, les mecs. Ouais, c'est vrai qu'ils arrivent à tirer le meilleur de la location. Ouais. Et si Harvey Whippleman couche avec Berta Faye, lui, il a pas tiré le meilleur, hein, comme on dit. Ah putain. Alors elle gambade comme AJ Lee, mais elle a que ça de AJ Lee. Hein. Oui. Bon, alors on s'ennuie pas mal. Alors tout le match, Jerry Lawler fait des blagues sur les gros. C'est très original. Et comme tu dis avant, enfin le niveau des blagues, c'est incroyable. Genre il dit les chances de Alundra Blaze de gagner sont minces dans ce match. Pas comme Berta. Ça montre quand même qu'on était... c'est une autre époque. Hein. C'est une autre époque, parce qu'aujourd'hui, je pense que là, t'aurais la protection des abeilles et je sais pas quelle association qui dira « Oh là là !» Ah ouais, non, mais c'est incroyable, parce que du coup, il fait que des blagues comme ça. À un moment donné, il dit aussi... il dit à Vince, il fait « Ouais, Alundra Blaze, elle devrait quand même rester plutôt au Canada et tout. » Alors Vince, il lui fait « Pourquoi ?» Il fait « Bah, elle serait plus jolie avec un masque de hockey, hein !» Enfin, c'est incroyable le niveau des blagues et il arrête pas d'en faire pendant tout le match. Ouais. Mais bon, au moins ça rend le truc un petit peu divertissant parce que le match est pas particulièrement intéressant. Non, c'est de la merde, mais bon, le but du truc, c'est de montrer qu'il y a des femmes qui catchent finalement. Parce que Survivor Series, il y aura un match 4 contre 4, quoi. Après, c'est un peu comme Marlène Schiappa, hein, c'est un peu contre-productif. Hein. Ouais. Ouh là là, on parle politique. Non, pas de politique, de toute façon. Putain. Qu'on soit très clair niveau politique, la politique n'existe pas. Ouais. La politique n'est qu'un spectacle pour des sociopathes avides d'argent et de pouvoir. La politique, elle existe qu'au niveau de la mairie de petites villes, mais dès que tu as des appels d'offres, etc., dans les grandes villes, c'est déjà terminé, quoi. Donc voilà, la politique n'existe pas, faut arrêter de croire que ça existe. Moi, j'ai quand même trouvé que le match est pourri, mais la German, quoi, il fallait la mettre à la fin, quand même. Ah oui, putain. Elle a quand même fait une belle German sur Berta Faye. Bah ouais. Après s'être dégagée de plein de pins, où à chaque fois que Alundra Blaze fait le pin, 1-2 dégagement, à chaque fois que c'est pas le 3, elle se claque la cuisse, genre, oh mince alors. Ouais, bon, comme d'hab, ouais, voilà. Bon, on entend que les enfants aiment bien le catch féminin, visiblement. Oui. Berta Faye se dégage complètement au hasard. Alors des fois, elle se dégage à 2,9, la fois d'après, elle se dégage à 1. On sait pas trop ce qui se passe. Donc le finish, c'est Harvey Whippleman qui monte sur le bord du ring. Il va se prendre un coup de bide de Berta Faye. Alundra Blaze, comme tu as dit, elle la chope par derrière. Magnifique German suplex quand même, parce que Berta Faye, je pense qu'on est sur du 110-120 kg. En tout cas, non, impressionnant. Ouais, 1, 2, 3, voilà. Et nouvelle championne féminine, quand même, il faut le noter. Oui, alors j'ai fait mes petites recherches et du coup le match était tellement bon que du coup le titre féminin sera pas défendu à Raw pendant 3 ans après ce combat. Bah surtout que Alundra Blaze elle sera plus là, quoi. Oui, mais donc du coup voilà, la prochaine défense de titre féminin c'est en 98. Oui, donc ça confirme bien ce que j'ai conclu pour mes notes sur ce match, c'est #Balek. Oui, voilà, exactement. Voilà. Franchement là c'est très bien dit. Donc dans cet épisode, le plus intéressant viendra à la fin. Ouais. Mais au niveau des cotes d'écoute, personnellement, en tant que spectateur, ça aurait fait très longtemps que je serais en train de regarder Nitro. Ah oui, non, c'est sûr. Alors là, franchement... Là, donc ça sert à rien de balancer cette interview avec Shawn Michaels. En plus, vu l'épisode de Nitro que c'est, oui. je tease un petit peu. Bah oui, tease.
Donc ouais, interview avec Shawn Michaels qui a une mine complètement déconfite. Moi j'étais choqué par la taille de ces putains de sourcils, mec, quoi. on dirait mes avant-bras. Et oui, et Dieu sait que tes avant-bras sont imposants. Oui, je parle de l'épaisseur, hein, pas de la poilitude, parce que j'ai la chance d'être très peu poilu, donc au moins... Moi aussi de l'épaisseur, évidemment. Oui. Donc il dit que Dean Douglas est overrated, donc là ça shoot quoi. Il parle un petit peu du match de Survivor Series. Il avoue que son cerveau n'a jamais été très bon, donc depuis l'incident à Syracuse où il s'est fait rosser la gueule, ça n'a pas changé grand chose. Et puis ça se termine avec Jerry Lawler qui fait semblant de pleurer, avec Shawn Michaels qui est juste là pour faire une petite update santé, pour dire que c'est pas la grande forme, alors que la semaine dernière il était au téléphone en disant ouais ça passe, t'inquiète. Bah c'est ça, ouais. Là on a l'impression qu'il a pas dormi depuis, hein. Je pense que les insomnies sont compliquées, et puis c'est la première fois qu'on voit Jim Ross quand même dans cette Monday Night War, c'est lui qui fait l'interview. C'est vrai, mais bon, voilà, ça termine un épisode qui est merdique. Voilà. Complètement, franchement, complètement. On va passer à Nitro qui lui par contre se déroule devant 7000 personnes et qui sera regardé par 400 000 personnes de plus. Donc voilà, allez, je te laisse la parole parce que là je suis fatigué. Ben ouais, Nitro, là c'est la première fois depuis qu'on a commencé la Monday Night War que ça commence immédiatement avec du catch. On passe même pas par les commentateurs ou par aucune introduction. On a un premier combat immédiat entre le Macho Man et notre ami Kurosawa. Le Macho Man est diminué, il est blessé au bras. Alors bon, déjà ça commence, Kurosawa il est connu quand même pour casser les bras, etc., etc. Là on a le Macho Man qui est blessé au bras. Et tout le début du match, il s'occupe pas de son bras. Donc coup de poing, coup de pied, etc. Bon, logique. À un moment donné, il commence quand même à se dire tiens putain, Macho Man est blessé sur mon point fort. Donc il commence son boulot sur le bras. C'est la pub. Alors Yann, putain, c'est la pub pour Halloween Havoc. Enfin, moi à ce moment-là, ça me provoque de la colère de la voir celle-là. Hein. Voilà. C'est une bonne raison d'attendre le pay-per-view là, parce que c'est la dernière semaine qu'on va voir cette promo pour Halloween Havoc, là, la même 4 fois par show depuis un mois, quoi. Donc voilà, on revient au match. Bon, Macho Man qui attire la sympathie de la foule, qui fait popper un petit peu sur chaque tentative de comeback. Le tournant du match, c'est à l'extérieur. Macho Man est contre le poteau du ring. Mm-hmm. Kurosawa veut lui mettre un coup de pied, il esquive, il se mange. Il kick le ring post, mais il le vend pas, quoi. Bah alors il le vend pas, mais du coup il revient dans le ring un peu genre j'ai quand même un peu mal, et bam, descente du coude du Macho Man et c'est terminé. J'ai trouvé ça incroyable. Franchement là c'est niveau Randy Orton de sortie de nulle part, quoi. C'est niveau Hogan, quoi, plutôt. Ouais, Macho Man a rien fait du match. Bon voilà, c'est terminé. Parce que la distinction quand même que j'aimerais apporter par rapport à Orton, c'est que Orton, comment dirais-je, il peut se faire rosser la gueule pendant une demi-heure et même en étant HS te choper en RKO, parce que le RKO il suffit d'être approx debout et encore, tu vois ce que je veux dire. C'est spontané, quoi. Là Savage il se fait quand même défoncer de manière unilatérale pendant 8 minutes, et son comeback c'est qu'il pousse le mec dans les cordes et il le frappe et l'autre tombe par terre, et là Macho Man il doit, là tu vois c'est pas out of nowhere, il doit marcher, sortir du ring, monter sur la 3e corde, enfin moi j'ai trouvé ça je me suis vraiment dit on me prend pour un bouffon. Oui, on me prend pour un con, ouais, vraiment. Oui, non, c'est vrai, quand je disais sortie de nulle part, c'est vraiment cette fin qui tombe du ciel, quoi, qui a aucune raison d'arriver à ce moment-là. En plus Kurosawa là, il fait le ver de terre, il tournicote dans tous les côtés pour se remettre dans la bonne position au milieu du ring, donc ça aussi c'était bon, bref. Bon voilà, on voit enfin les 3 présentateurs qui nous annoncent un peu le programme d'aujourd'hui, que Hulk Hogan sera là, que le Donjon sera là également, que donc ce dimanche c'est Halloween Havoc. On aura aussi ce soir un alléchant quand même, je trouve, Sting et Lex Luger contre les Harlemites. Exactement. Et alors là, si tu veux te lécher les babines, lèche-toi les babines. Les lumières s'éteignent, Yann. Leech the babines. Et voilà, les lumières s'éteignent et là, bon, c'est rencontre du 3e type. Hein. Il faut se préparer. Là, faut s'échauffer quand même. Là, faut faire quelques étirements parce que bon, là, tout cet épisode, il va être quand même assez grandiose à ce niveau-là. Imaginez les passages, les tristes passages, parce que de manière générale, je trouve que les premières saisons étaient très sympas de cette série. Les passages les plus loufoques et science-fictionnesques de X-Files. Oui. Et ben on est à peu près encore à 9 ou 10 galaxies en dessous de ce qu'on est en train de voir. Oui, c'est... Bon, alors, on y va ? Ouais, vas-y,
Donc voilà, les lumières s'éteignent, on passe sur un plan du master du Donjon of Doom qui est sur un trône surélevé au-dessus du décor, un peu un truc en forme de gargouille, enfin, on sait pas trop. Il hurle à la mort pour annoncer qu'il a trouvé la garantie absolue pour gagner à Halloween Havoc, que celle-ci vient tout droit de l'Himalaya, Yann. Enfin, donc là, quand même, ça devient sérieux. La chaîne de montagne. La chaîne de montagne. Hein, oui, pas le... Hein pas le quoi, d'ailleurs? Ah, je sais pas. Pas la marque d'oreiller, quoi. Donc oui, cette garantie nous vient de l'Himalaya. Et alors là, la caméra se plonge sur ce qui doit représenter un immense bloc de glace en plastique, hein, on peut le dire. Ouais, c'est un WC Algeco sans l'autocollant, quoi. Ouais, c'est ça. C'est que là, on est à la pause pipi d'un festival, quoi. Et bon, cette espèce d'immense bloc de glace, on aperçoit une silhouette dedans. Et là, la caméra se tourne vers Minjin qui interviewe Kevin Sullivan et le géant. Il annonce donc voilà que le donjon est parti en Himalaya pour trouver le Yeti, Yann. Oui, le Yeti. Le Yeti, exactement. Alors, rien d'autre que le Yeti. On va voir des images du Yeti dans les semaines à venir. Ouais. Donc là, je spoil un petit peu, c'est pas forcément le moment de dire ça, mais on voit ce que c'est un Yeti, c'est le Bigfoot, quoi. C'est une sorte d'énorme singe, mi-ours, mi-singe, quoi. Tu vois, enfin, on sait pas trop, quoi. Ouais, là, on a une version plus égyptienne. Oui, mais on a une version, comment dire, c'est comme le mec qui va dire, j'ai chopé un éléphant, et puis il te ramène un serpent, quoi. Non mais enfin bon, on verra dans les semaines prochaines, mais exactement. Le Yeti n'est pas un Yeti, donc je ne sais pas d'où sort ce nom. Bah déjà c'est le Yeti, c'est pas le Yeti vraiment. Ah peut-être que c'est en fait c'est de la grammaire anglaise pour dire qu'ils étaient dans l'Himalaya. Tu vois, ils voulaient dire j'y étais. Tu vois. Exactement. Ah, ouais non mais bon, écoute, on va suffisamment parler du Yeti encore pendant ce show. Mais conceptuellement, ce qui est quand même fabuleux dans ce truc, c'est que tous ces mecs-là, ils vont dans l'Himalaya. Ils vont dans l'Himalaya pour trouver l'insurance policy, donc la garantie que le géant va gagner le titre. Ouais. Mais le géant lui-même ne devrait-il pas être une insurance policy qui fait quand même 9,50 m? Bah c'est ça, c'est que c'est hyper intéressant comme tactique pour hyper le géant comme quelqu'un de géant, c'est de ramener la seule personne au monde qui est plus grande que lui, quoi. Donc bon, tout ça est quand même très intéressant. Ils disent que voilà, bon, il nous fait toute une promo sur Hulk Hogan qui est effrayé, qui porte du noir parce qu'il marche dans l'ombre de la folie. Enfin là, on rentre dans les codes de l'horreur, etc. Le géant fait une promo qui est géniale où il dit que Hogan n'a plus beaucoup de vie, mais qu'il va lui retirer sa dernière vie à Halloween Havoc. Et car là, il fait son... Hogan est un chat. Oui, voilà, c'est ça, et le géant fait son rire là de dessin animé pendant 20 secondes. Enfin, tout le segment, c'est incroyable. Et donc là, pour situer un petit peu là, pour dresser la table pour Halloween Havoc, dans ce main event, on aura donc un géant, des monster trucks et un Yeti. Oui, et un homme qui marche dans l'ombre de la folie. Et un homme qui marche dans l'ombre de la folie. Enfin, c'est quand même un programme. Moi, en 95, c'était plutôt alléchant tout ça. Tout à fait. Alors pour ceux qui nous écoutent et qui n'auraient pas forcément connu ou vu ou revu ces épisodes depuis, lorsque tu dis une interview géniale, il faudrait qu'on trouve des mots-clés ou en tout cas qu'on rigole à haute voix pour que les gens perçoivent un tout petit peu le second degré, parce que les interviews de Sullivan et du géant, c'est... on est dans les catacombes de l'interaction et de la... Bref, allez, continue. Ah non, mais là, tout ça, franchement, c'est une autre planète. Enfin, là, tu regardes plus du catch, quoi. Tu regardes... Bah, c'est une phrase, je vais reprendre une de tes phrases qui est on ne peut plus juste. C'est que le catch, c'est 90% de merde, mais quand c'est 10% de bien, il n'y a rien de mieux, quoi. Ouais, bon, là, on rentre dans les extrêmes de merde, quand même. Et du coup, là, on est dans la légende. Enfin, le Yeti, toute cette période avec le Donjon of Doom, c'est l'histoire du catch, quand même. Bah, moi, je me mets... oui, j'imagine... Alors là, par exemple, est-ce que tu as entendu une baisse de mon volume ou pas forcément? Écoute, pas significative. D'accord, bon. Parce que je vois le curseur qui baisse tout seul. Bon, je sais pas ce qui branle. Bon. Donc,
moi, je me mets juste dans ma peau des années 90, où je regardais donc la WCW sur Canal+. Bon, ça, c'était pas encore sur Canal+, mais on va dire que c'est pour avoir une idée, tu vois, chronologique. Je suis dans la télé, vendredi matin ou le samedi après-midi, parce que des fois, ça passait le samedi après-midi. Ma mère, mes frères, ils s'en tapaient un petit peu. Des fois, il y avait mon rep qui passait comme ça. Des fois, ils s'asseyaient, ils regardaient. 9 fois sur 10, ils s'asseyaient quand il y avait Alex Wright, Disco Inferno, tu vois. Et là, quand je regarde cet épisode, je me dis, je me replonge dans ces moments où toi, tu regardes du catch, pour toi, c'est bof-bof, et en une fraction de seconde, quand quelqu'un s'assoit à côté de toi, tu commences à regarder le catch avec un œil néophyte de quelqu'un extérieur au catch. Et là, et tout d'un coup, tu te dis, mais c'est pas possible, j'ai tellement honte de regarder du catch, et ça me fait tellement chier que la personne, elle soit à côté de moi en train de voir ça. Et ben là, on est enfin, là, c'est la piscine de chiasse dans toute sa splendeur, quoi. Ouais, non, c'est un haut niveau de piscine de chiasse. C'est la première fois que je dis piscine de chiasse, donc je suis assez ému. Mais non, franchement, non, c'est grand. Enfin, c'est à voir absolument. Pour moi, c'est à voir absolument. Là, c'est un épisode qui est incroyable. Halloween Havoc, la fin d'Halloween Havoc, c'est à voir absolument aussi. Comme dit, là, on est en plein dans l'histoire la plus mauvaise du catch. On en reparlera en détail la semaine prochaine. Oh oui. Bon, alors après ça, il faut quand même la pub, hein, parce que là, il faut aller se doucher. Au retour de la pub, on a Hulk Hogan qui est interviewé à son tour, encore par Minjin, cette fois-ci, toujours dans l'entrée. Attends, mais t'as oublié quelque chose. De quoi ? Qu'est-ce que j'ai oublié ? Ils nous ont annoncé ce qu'on regrettait de ne pas avoir eu la semaine dernière, c'est qu'on a les règles du Machine versus Machine. Ah oui, en fait, les règles, elles sont un peu ce qu'on pouvait imaginer. Donc déjà, ça aura lieu sur un toit. Mm-hmm. Alors, ils annoncent que donc il y aurait, c'est un cercle de sumo gigantesque. Les deux Monster Trucks seront comment on dit, aide-moi, seront liés. Allumés. Voilà, allumés, exact. Déjà allumés en A et ensuite liés en B. Liés l'un à l'autre et vont devoir se pousser. Donc c'est des espèces de plots de circulation là qui sont foutus dans un cercle gigantesque autour. Ils annoncent aussi la petite stipulation intéressante, c'est gigantesque, doucement quand même. C'est 30 mètres de diamètre, sachant que. Bon, c'est quand même plutôt. Le cercle est plutôt grand, je trouve quand même pour l'affrontement de Monster Truck. Un Monster Truck va faire peut-être 5 mètres de long. Donc deux Monster Truck, ça fait 10 mètres. Ils vont être séparés peut-être de 5-6 mètres, ça fait déjà 15. Derrière le Monster Truck, chacun il va rester quelques mètres. Donc en fait les mecs. Ils sont presque, tu vois, il n'y a pas beaucoup d'espace, donc il faut juste pousser un petit peu et le mec il sort, quoi. Mais ils sont pas séparés de 5 mètres, ils sont accrochés ensemble. Tu te rappelles pas ? Ils sont par choc contre per choc versus per choc. Per choc versus per choc, ouais, ils sont accrochés ensemble et ils doivent se pousser. C'est-à-dire qu'ils roulent, ils roulent littéralement l'un contre l'autre, tu vois. Ils sont accrochés ensemble. Ah oui, moi j'avais un espèce de treuil fixe entre les deux. Bon. Non, ils sont accrochés ensemble. Et alors, ce qui est super cool, c'est que là, on se dit que tout ce setup n'est pas assez ubuesque. Il faut rajouter un petit peu de piment, hein, parce qu'on en a pas assez dans cette bataille de Monster Truck. Donc, comme je t'ai dit, il y a des espèces de plots de circulation qui formeront donc le cercle autour, donc sur le toit en plus de l'immeuble. Hein. Et ils annoncent, pour rajouter un peu de fun, que certains plots, au hasard, seront explosifs. Et que surtout, faut pas. Voilà. Donc, il y aura 3 ou 4 explosifs dans le cercle. Et bon, il faut éviter de passer dessus, quoi. Donc, non, encore une fois, on a hâte. Hein. Et qu'est-ce qui va se passer s'il roule sur le plot explosif ? Ah bah écoute, écoute, si tu oui, hein. On va pas dire ce qui va se passer. Allez, on en parlera la semaine prochaine. Interview de la star de Thunder Paradise, qui est présentée en tant que telle. Hein. Donc, Caraïbes Offshore. Exactement. Caraïbes Offshore, complètement. Qui passait sur M6. Ah bah M6, c'était passé toutes les bonnes séries à l'époque. Oh, tu parles très proche du micro, c'est très suave. Moi, j'aime bien, vas-y, reste comme ça. C'est vrai ? Ouais. Alors, je continue. Hulk Hogan retire sa Minerve, là. Je continue avec ma voix suave. Ouais, il retire sa Minerve, il dit qu'il en a, voilà, que là il a plus peur. Il marche avec les Hulkamaniacs, c'est parti. Il met un petit peu en doute tous ses amis, il s'en prend un petit peu à ses soi-disant amis, donc toute la team de Sting, Lex Luger, Macho Man, en leur disant que voilà, qu'il va battre le géant et qu'après il faudra faire la queue pour l'affronter une fois qu'il aura vaincu le géant. Donc un Hulk Hogan qui reprend un peu confiance là. Oui, il est un peu fidèle à lui-même, il est survolté, mais dans le contenu de sa promo, là on est toujours sur une autre planète. Parce que je vais partager, parce que ça me tient à cœur vraiment, vas-y. 2 citations. La première, c'est « Je n'ai pas peur du mal,
car la seule chose dont on peut avoir peur, c'est le mal lui-même. Vous avez 2 heures. Voilà. Je pense que Baudelaire aurait pas pu faire mieux. Et la deuxième, c'est une menace vestimentaire. C'est Hogan qui dit, en parlant de lui, « Qui sait de quoi peut être capable un homme avec des gants noirs et un bandana noir ?» Bah là, c'est l'époque de Léon, non? Oui, je sais pas. Le nettoyeur? Oui, merci. pas la chaîne de Bloom frites. Hein. Allez, vas-y. Oui, non, bah écoute, qui sait de quoi il va être capable? Ben, il va nous le montrer d'ailleurs, ce week-end, il sera capable de beaucoup de choses. Oui, et pas que du meilleur. Pas que du meilleur. On a une petite parenthèse là, parce que comme dit, il y a beaucoup d'informations. Donc là, il faut vraiment des petites pauses. On nous présente le programme de Saturday Night. On aura les American Males contre Harlem Heat. On aura Luger contre Shark. Et on aura encore Hulk Hogan. On arrive un petit peu, on s'approche de ce qui s'approche le plus de la réalité là, avec un deuxième match avec du catch quoi. On a Dean Malenko et Chris Benoit contre Eddie Guerrero et Mr. JL qui remplace Alex Wright qui est blessé. Alors il est quand même là, il arrive sur des béquilles. Bon, après tout ce qu'on a vu, franchement, ça fait du bien de voir du catch. Hein. Là, on a rarement attendu un combat autant que celui-ci. Oui. Bobby Heenan aussi est très impatient parce qu'il il dit qu'apparemment on aura besoin d'un contrôleur aérien quand les mecs vont commencer à voler. Et une fois qu'il a mentionné contrôleur aérien, il dit « Tu sais celui qui est dans les tours et qui fait le contrôle aérien ?» Bah écoute, il faut toujours préciser, c'est dire. Oui, c'est comme le Shark avec ses dessins de Shark, tu vois. Exactement. Non, où tu te dises que peut-être c'est un chat en fait, tu vois. Bah oui, c'est ça. Non, il t'assiste quand même dans ta compréhension intellectuelle du produit. Et bon, alors là, bon, c'est super. Hein, franchement, toutes les paires sont géniales. Tout le monde passe. Tout le monde fait une petite séquence avec tout le monde. Moi, j'ai trouvé que la meilleure sur ce match, c'était Eddie et Malenko là, qui nous font une séquence qui était vraiment chouette. Pendant le match, ça coupe et on nous annonce qu'il y a embrouille en coulisses entre Scott Norton et Shark, justement. Alors, tu sais, Shark avait coûté le match à Scott Norton il y a littéralement 7 semaines. Oui, parce que je me suis dit, dans ma tête, je me suis dit, attends, c'est quand même pas la première fois qu'on le revoit depuis 11 septembre. Et bah si, le mec le mentionne quand même. Oui, donc voilà, les requins ont de la suite dans les idées. Hein. Donc on passe en split screen pour voir un peu ça pendant le match. C'est pas la première fois, hein. C'est quasiment traditionnel maintenant que le match de Cruiserweight soit coupé là pour laisser la place à une autre storyline, surtout que celle-là. Alors moi ça m'a vraiment choqué. Enfin, j'ai trouvé ça hyper naze. Que le Donjon of Doom, on les voit dans le vestiaire en fait, c'est-à-dire que là, c'est vraiment des monstres, voilà, la galerie des monstres, etc. Là, les voir se préparer dans le vestiaire, enfin, tu les imagines arriver en costard cravate et se maquiller dans le vestiaire. Moi, j'ai trouvé que les voir dans le vestiaire, ça cassait tout en fait. Je sais pas ce que oui, complètement. Mais je peux te dire que moi, je me suis là pas te dire voilà, pendant qu'il y a un match donc dans le ring entre Malenko, Benoit et Eddie, ben t'as Shark qui est en train de s'habiller, t'as Kevin Sullivan qui est en train de demander à son fils de le maquiller pour la kermesse là. Enfin je trouve que les voir dans le vestiaire, ça casse complètement tout leur personnage. Ouais. Bon, voilà, donc ça apporte pas grand chose. Le seul truc vraiment notable, c'est que on a de l'action géniale dans le ring et que voilà, donc ça coupe sur un truc. Ensuite, les commentateurs quand le catch reprend. Les commentateurs parlent pas du match, ils parlent encore de Hogan, du géant, de Halloween Havoc et tout. C'est chiant parce qu'ils mettent vraiment pas en avant ce qui se passe dans le ring alors que c'est génial. C'est la première fois j'ai trouvé que la réaction de la foule est vraiment bonne. Ouais, surtout pour Eddie Guerrero. Oui, pour Eddie là, quand il y a le hot tag de Eddie, tu sens que ça commence à devenir quelqu'un. Les gens commencent à s'habituer à le voir et à être derrière son perso. C'est celui qui est vraiment over dans le tas là. Alors moi ça m'a bien fait rire parce qu'à un moment donné donc Eddie et Benoît passent ensemble par-dessus la troisième corde, sortent du ring et là Eric Bischoff va commencer à prendre ses petites habitudes parce qu'il va le faire assez souvent. Il spoil complètement ce qui va se passer ensuite, c'est-à-dire que là t'as Eddie et Benoît qui passent par-dessus la troisième corde et Eric Bischoff il dit ah bah attention, l'arbitre a le dos tourné à l'action et donc là du coup tu sais qu'il va se passer quelque chose derrière le dos de l'arbitre. Malin. Mais oui, mais je trouve que c'est vraiment chiant qu'ils le disent parce qu'il le fait vraiment souvent. Et donc là, il dit attention, l'arbitre regarde Eddie et Benoît à l'extérieur, donc il regarde pas l'action. Et juste à ce moment-là, t'as Alex Wright qui Malenko court dans les cordes et Alex Wright le fait trébucher avec sa béquille. Voilà. Les gentils qui trichent.
Bah, c'est ça. Alors 2-1, donc voilà, c'est la fin du match. Malenko est attaqué par Alex Wright. Il y a un roll-up de Mr. JL. C'est la fin du match. Les gentils qui trichent, alors que justement Eddie était en train de s'établir comme un face plutôt intéressant pour la suite. C'est assez étrange. Il n'y avait pas forcément besoin de ça. Je sais pas, moi ça m'a laissé un petit peu perplexe. Oui, moi aussi. Et puis j'ai trouvé que, comment dirais-je, contrairement aux autres matchs précédents, j'ai trouvé qu'ils avaient essayé de faire un petit peu trop vite. Ouais, bon, c'est vrai qu'ils se sont partagés, des petites séquences. Là, ils n'avaient pas beaucoup de temps pour briller, vu qu'ils étaient à 4. Oui, c'est vrai. Bon, c'était pas le meilleur match, mais c'était quand même très très bon. Et puis, comme dit, surtout par rapport à tout ce qu'on a vu avant, c'était un bol d'air frais, quoi. Ouais. Et donc, oui, et dis-moi. Là, je me suis fait la remarque quand même, et encore plus les semaines suivantes, il faut qu'ils recrutent des cruiserweights de toute urgence, parce que là, ça commence à faire plusieurs semaines qu'il n'y a que 3 mecs en fait, 3-4. Bah, ils ont fait tout le tour là. Mais t'inquiète pas, Bobby Heenan va s'en charger. Et oui. Exactement, attention. Oui, donc voilà, là, on sait pas trop parce qu'on se dit les face triche, qu'est-ce qui se passe, etc. Bon, immédiatement, on comprend quand même que Eddie reste face, etc. Parce qu'il se fait attaquer. Alors, ça sort de nulle part, il y a aucune raison. Il se fait attaquer par Brian Pillman. Oui, qui donc après passe le match de main event à opener, à peu près. C'est ça. Il se fait attaquer donc par Pillman. Il lui met un DDT dans l'année. Il fait le signe des Horsemen et il se casse. Alors là, t'es devant ta télé et tu te dis, je n'ai pas compris ce qui se passe. Oui, d'autant plus que pour une fois, on nous explique même pas aux commentaires les éventuelles motivations du mec, quoi. Oui, bah à ce moment-là, je pense qu'il y en a pas encore. Voilà, ça coupe. On passe à la pub pour Halloween Havoc, la fameuse promo. Ensuite, alors bon, on revient dans la quatrième dimension. Le bloc de glace dont on a parlé avant, franchement, c'est extrêmement mal fait. Mais bon, à la limite, si c'est... Oui, voilà, à la limite, si c'est au fond et que machin, tout va bien. Mais là, c'est vraiment extrêmement mal fait. Et là, ils se disent, tiens, la bonne idée, c'est de faire un zoom gigantesque sur le bloc de glace. Donc là, on voit... Enfin voilà, c'est du papier mâché, c'est le travail de CE2, quoi. Paper maché. Ouais, non, c'est bon. J'ai pas compris ce qu'a apporté ce zoom parce que, à part montrer que même en 95, c'était vraiment mal fait. Bon, voilà. On continue avec le dernier match de la soirée. Lex Luger et Sting contre les Harlemites. Sting a la bonne idée de catcher en rouge et jaune. Exactement les couleurs des Harlemites pour ce match. Alors, est-ce fait la même remarque. Ouais. Alors, est-ce que c'est une loyauté à Hulk Hogan qui commence à douter de ses amis ou pas? Enfin bref, ça rend pas bien parce que ils sont vraiment. T'as l'impression qu'ils sont en équipe les trois, quoi. Là, on a un grand moment de la hotline WCW aussi. Je sais pas si tu l'as remarqué, tu l'as noté. Ah ben évidemment, c'est ma première ligne dans mes notes. Vas-y, alors je te le laisse. Eh bien écoute, comme la semaine dernière ou il y a 2 semaines, la WCW nous motivait à appeler leur hotline pour avoir des scoops, non pas sur la WCW, mais sur l'agression de Shawn Michaels à Syracuse. Eh bien aujourd'hui c'est la même chose, on nous dit payer la hotline à 1,90$ la minute pour, tenez-vous bien, savoir ce qui s'est passé à In Your House. Donc voilà. Ouais, c'était plutôt rigolo. Ça m'a fait, ce qui m'a fait rire aussi, c'est Mongo. Alors pour une fois, c'était vraiment drôle. Pendant tout le match, on parle de Halloween Havoc, on parle du géant, on parle du Yeti. C'est la seule thématique du show. Et alors Mongo McMichael qui dit jusqu'à présent, la seule chose qui me faisait peur, c'était les relevés bancaires de ma femme. Mais maintenant, il y a aussi le Yeti. Oui, et Eric Bischoff aussi, il dit qu'il a peur il parle pas du Yeti ou de l'annonce ou de quoi que ce soit. Il dit qu'il a peur du bloc de glace. Bah, le bloc de glace, si tu te le prends, ça peut faire mal aussi, hein. Yeah, the block of glace. Voilà, c'est ça. Donc là, pendant tout le match, c'est Lex Luger qui se prend la hit. Pendant ce temps, on a une toute petite poursuite de l'angle là entre Sherry et le colonel Parker. Donc là, elle regarde des photos Polaroid d'elle avec le colonel. Oh, c'est mignon. Caché dans ses nibards, hein. Nibards et cul. Exactement. Elle leur fait des petits bisous. Bon, c'est pas vraiment... Il n'y a pas vraiment de suite à ça. Les commentateurs mettent quand même vachement en avant le fait que tout a changé à la WCW depuis l'arrivée de Lex Luger. Je confirme. Oui, et serait-il la source de tous les problèmes, Yann? Bah moi j'ai envie de dire que lors de ce Nitro, on a le sentiment que c'est plutôt clair car il se mange un chokeslam à la fin du main event.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors donc oui, il y a le hot tag, pardon de Sting, Stinger Splash pour tout le monde, Scorpion Deathlock. Alors du coup, c'est bizarre parce que Sting c'est l'homme légal dans le match, c'est à peu près clair, il y a le tag qui est fait, mais les Harlemites continuent de bosser sur Lex Luger, donc j'ai pas trop compris pourquoi. Du coup, Sting est légal, il met un crossbody de la troisième corde sur Booker T et c'est terminé avec les Harlemites qui sont un peu surpris alors que c'était clair que c'était Sting sur lequel il fallait se concentrer. Bon, voilà, le donjon, comme tu l'as si bien dit, le donjon arrive. Le géant met un chokeslam sur Luger et Sting, donc là c'est la première fois, ça peut faire s'évaporer quelques doutes qu'on avait. Le Macho Man arrive, va s'en prendre au géant aussi. Hulk Hogan arrive à son tour. Là, le Macho Man qui montre qu'il est vraiment faire valoir dans tout ça sort du ring, tu vois, du genre je vous laisse tranquille. Et là, on a un face-off. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment génial. La foule mange tout. On a Hulk Hogan et le géant dans le ring. Ça pop comme c'est pas permis et t'as l'impression de vivre un moment, quoi. Ça aurait été un parfait cliffhanger. Oh, attends. Le cliffhanger est parfait quand même, non? Bon, vas-y, allez, continue. Oui, donc là, du coup, t'as le face-off déjà qui fait exploser la salle. Tout le monde est hyper chaud. Il y a un coup de poing du géant qui est bloqué par Hogan. Là, c'est l'hystérie collective. Il riposte, mais ça fait pas d'effet. Il est poussé au sol et là, il Hulk up, pardon, excuse-moi. Cette fois-ci, donc les coups de poing marchent sur le donjon. Savage arrive pour dégager les autres membres du Dungeon of Doom qui sont arrivés. Ils sont contenus par des officiels, etc. Et là, on entend une musique un petit peu inquiétante, tu sais, de films d'horreur de série B. La caméra tremble. Et Eric Bischoff panique en disant putain, le sol tremble. Les gens sont comme des tarés. Là, il y a vraiment. C'est pas le sol, hein, c'est la caméra juste, c'est tout. Oui, c'est la caméra, mais Bischoff dit que le sol tremble. Non, mais je troll. C'est bon. Ah pardon, excuse-moi. Oui, donc voilà, les gens sont comme des tarés. On voit un gros plan et une lumière rouge un peu inquiétante sur le bloc de glace qui explose. Et là, on voit le Yeti qui sort comme un petit dinosaure qui sortirait de son œuf, tu vois. Oui. Et on le voit une seconde. On va ensuite parler de son apparence, mais on le voit une seconde. Il fait genre ah, je suis le Yeti, je suis fort. Et c'est la fin du show. Donc là, c'est la première fois qu'on n'a pas de recap avec les commentateurs, qu'on n'a pas de ce qui va se passer la semaine prochaine, on n'a rien du tout. C'est juste, on voit le Yeti sortir du bloc de glace, et bam, c'est fini. Moi, j'ai trouvé ça trop bien. Franchement, j'ai adoré le... Bah là, tu parlais de cliffhanger avant. Bah moi, j'ai trouvé que, en fait, pour moi, le cliffhanger... Dans la manière dont j'ai regardé le show, le moment où j'étais le plus excité par ce qui se passe à l'écran, c'était avant l'explosion d'Al Algeco. Oui. Et quand on a vu le Yeti, je me suis dit non mais au secours quoi les gars. Bah c'est ça, c'est ce que je dis, c'est que c'est en dehors de l'apparence du Yeti et de tout ce qu'il représente comme catastrophe. J'ai bien aimé cette fin abrupte, genre un petit peu voilà, fin complètement pas traditionnelle, où tu vois vraiment tout qui s'arrête très très brusquement, c'est fini et comme dit on passe pas par tout le processus habituel là de récaper un peu le show, d'annoncer ce qui se passe la semaine prochaine. On reste vraiment sur notre fin en disant putain, j'ai vu une demi-seconde du Yeti, j'ai envie de voir la suite. Après, voilà, on a parlé de l'apparence du Yeti avant. Comment tu pourrais le décrire? C'est une grande momie. Oui, c'est une momie. C'est une momie, donc des bandelettes d'hôpital très sales, hein, je pense du second hand, hein, on va dire. Ouais. Mais moi, ce qui m'aurait donné envie de regarder Halloween Havoc, c'est que l'Algeco explose, mais que je vois pas ce qui était dedans. Oui. Parce que là, quand je vois cette espèce de... Putain, mais... Franchement, même comment ça s'appelle, un atelier pratique de CE1 ou CE2, je pense que les gamins, ils font un truc plus abouti que ça, quoi. Ouais. Et puis, c'est une putain de momie avec des bandelettes. Et il faut quand même le rappeler, ce que tu avais très justement mentionné il y a quelques instants. Son nom, c'est le Yeti. Le Yeti. Le Yeti. Non mais, tu vois ce que je veux dire? C'est comme ouais, si tu dis la trottinette pour les Monster Truck, quoi. C'est pas un Yeti. Oui, surtout qu'on le verra à Halloween Havoc, il marche avec les bras en avant comme un zombie, quoi, comme une momie. Oui, enfin c'est pas un Yeti. Rien n'est plus clair que ça.
C'est pas un Yeti, mais c'est le Yeti. Historiquement, et on en reparlera dans les semaines à venir, et c'est là-dessus qu'on va conclure l'émission, il faut quand même rappeler que cette histoire de Yeti, là, c'est très probablement, on est dans le top 5 des angles, des personnages, des storylines les plus ridicules de toute l'histoire du catch. Tout confondu, vous pouvez prendre tout ce que vous voulez. Hein. Mae Young qui accouche d'une main, le Boogeyman, qu'est-ce qu'il y a d'autre j'en sais rien. Tout ce qui l'angle nécrophile de Triple H était pas mal aussi. Voilà, Kane et la nécrophilie, enfin tout ce que vous pouvez imaginer, ce sera pas forcément pire que le Yeti. Bah, visuellement, je pense que c'est le pire truc. Bon, oui. Bah bref, on va pas trop donner d'analyse et de trucs parce qu'on a encore des semaines qui viennent devant nous, donc on aura de quoi faire, donc c'est là-dessus qu'on va terminer l'épisode. J'espère qu'il vous a plu, les amis, j'espère qu'il t'a plu à toi, Dimitri. Ah oui, non, celui-là a été vraiment cool. Voilà, c'est pas pour des bonnes raisons, bien entendu, mais voilà, nous, ça nous a fait, comme d'habitude, un grand plaisir de regarder ces shows, de les reviewer pour vous en votre compagnie, et puis on vous donne un rendez-vous dès mercredi prochain, à midi, comme d'habitude, pour le prochain épisode de la Monday Night War. Donc on va reviewer le Raw et le Nitro du 30 octobre 1985. Donc d'ici là, comme d'hab, regardez du catch, pas 24 heures sur 24, parce qu'apparemment, quand je vois certains niveaux d'orthographe, il faut faire un petit peu les devoirs à l'école. Même si ceux qui écoutent cette émission peut-être ne sont plus à l'école depuis des dizaines d'années comme nous, les vieux briscards, Ah là là, nous vieillissons. Les Yeti du catch. Mais grâce à nos crèmes de jour, on n'a pas l'apparence de Doc Hendrix. On fait plutôt 10 ans de moins que 40 de plus, tu vois, donc c'est pas mal. Donc voilà, allez, bisous à tous, à mercredi prochain, à très bientôt. Merci à toi Dimitri, et à très bientôt. Merci à toi, salut à tous.